C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez discuter, interagir avec nos différents invités. Il est temps de faire un peu le tour du monde et d'aller de l'autre côté de l'Atlantique avec un retour d'Estelle. Bonsoir Estelle, comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Donc on va parler de ce périple, cette aventure humaine, physique et artistique qui s'est passée cet été. Tu es parti au Groenland avec plusieurs Québécoises pour capturer des sons en 3D. Déjà, avec maintenant des mois de recul, aujourd'hui, quand tu repenses à ce voyage humain, quelles sont les images? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? J'ai deux mots, c'est grandiose et magique. Ouais. Grandiose parce que c'est grand, c'est immense, c'est la banquise, c'est les montagnes, c'est la glace, c'est les baleines, enfin voilà, tout est vraiment dans une dimension vraiment gigantesque. Et puis magique parce que c'est être tout proche de la nature, avec très peu de civilisation, je dirais, humaine. Dans le village où j'étais, là, il n'y a pas de bitume, donc tout est, voilà, on a des pistes, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de toilettes, donc voilà, ça reste quand même un endroit sauvage. On me demandait souvent, mais où est-ce que vous avez dormi? Dans des campings, dans des gîtes? J'ai dit, mais non, il n'y avait rien de tout ça. Ouais, c'était vraiment complètement dans la nature sauvage. Voilà. Et tu te rappelles de ta première réaction quand tu es arrivée sur place, les premiers jours? Oui, j'étais choquée. J'étais choquée parce que mon cerveau avait jamais... en fait, mon cerveau avait du mal à analyser. Donc j'étais vraiment comme choquée par ce que je voyais. Déjà parce que je ne m'attendais pas à des montagnes aussi hautes. J'avais l'impression d'être dans les Alpes parce que moi, c'est ce que mon cerveau avait analysé. Il y avait une image en fait de ce que tu attendais et la réalité. Donc je me suis retrouvée un peu, c'est haut, il y a des grosses montagnes. Vraiment, c'est cette terre aussi. Et puis en même temps, la banquise. Puis quand on survole en arrivant donc de l'Islande vers la côte est du Groenland, en fait, on survole la banquise qui fond. Donc on a vraiment, plus on s'approche, plus on voit les traces en fait de la fonte. Et ça, c'est incroyable. C'est un spectacle. C'est incroyable, vraiment. Parce que c'est des images qu'on voit souvent à la télévision, mais les voir en vrai, là, comme ça, c'était vraiment... ça fait bizarre, oui, le cerveau doit pas se dire, ça, j'ai vu tellement ce genre d'images virtuellement, que là, quand on le voit réellement... Tout d'un coup, c'est réellement... concret. Ouais, c'était vraiment fort. Et on était tous un peu dans le même état. Hein. Et alors, donc toi, on sait pourquoi tu es parti là-bas. Oui. Le groupe de Québécois sur place était parti là-bas dans quelle optique, dans quel but? Oui, alors il y avait quand même le projet de deux Québécoises de tourner un documentaire dont le thème c'est la relation entre les femmes et notamment des échanges autour des transitions au féminin. Donc on avait quand même beaucoup d'échanges qui étaient ciblés sur le thème du documentaire. Donc ça c'était important. Il y a vraiment eu l'avant du documentaire pour les Québécoises auquel moi j'ai pas participé parce que je n'étais pas là-bas. Il y a eu la partie au Groenland et puis il y a une troisième partie de rencontre au Canada, que je vais, là où je vais pouvoir participer assez prochainement. On pourra suivre ça l'année prochaine? Oui, alors elles sont en train de le fabriquer. C'est un peu secret, j'avoue que... On peut pas dire grand-chose. Ben, moi, je sais... Même toi, Ouais, non. Okay. Moi, je sais juste que je vais avoir mes sons et ma musique, mais je sais que, voilà, pour le moment, c'est un petit peu... La surprise, l'année prochaine. Ouais, voilà. Je ne sais pas trop ce qu'elles vont fabriquer, mais ça va être quelque chose d'assez pointu, je pense, oui, dans ce domaine. De toute façon, plus on met de temps, mieux ça va être en général. Est-ce que l'Estelle de juin 2024 est différente de l'Estelle d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé après ce séjour? C'est intéressant comme question. C'est marrant parce que j'ai l'impression que oui, quand même. Déjà parce que j'ai beaucoup lu à mon retour. C'est-à-dire que j'avais vraiment du mal à revenir dans la réalité. J'avais pas tellement envie. Donc j'ai lu beaucoup des livres de Paul-Émile Victor. J'ai lu beaucoup de Continuite. J'ai vraiment prolongé mon voyage, je dirais, le plus possible. Et encore, le dernier livre que j'ai acheté, là, c'est un livre de Paul-Émile Victor d'hier. Donc encore, Tuard, ça reste, ça reste ancré. Ben oui, parce que j'ai envie de poursuivre... c'est comme si c'était pas terminé. Donc il y aura sans doute quelque chose qui va me ramener là-bas, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. C'est sûr. Ouais, non, c'était tellement fort que au moment où je suis partie dans l'avion, je savais que j'allais revenir. Voilà. Oui. C'est comme un jour. Oui, c'est sûr. Tu ne sais pas quand encore. Non, parce que c'était pas terminé, j'avais pas tout fait, j'avais pas. Donc 2 semaines, hein, c'est ça, t'étais partie là-bas? Oui, c'est ça. En tout, c'était 1 mois, mais c'est vrai que l'expédition c'était 2 semaines. Donc ça fait quand même partir même 1 mois complètement ailleurs. Enfin voilà, revenir à la réalité, c'est compliqué. Ça t'a mis du temps. Il y a eu un. Déjà, j'ai eu un contre-coup physique.
Oui. J'ai eu quand même vraiment beaucoup de douleurs physiques. Malgré l'entraînement, tu avais quand même suivi un entraînement Oui, mais hebdomadaire. forcément, après, bah, j'ai rien fait. Et j'avais plus envie. J'avais eu ma dose un peu d'effort physique, je l'avoue. Et puis, je me suis quand même forcée pour avoir un rythme et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'au retour, non, j'avais plus envie de m'y mettre. Mais je m'y suis remise. Là, j'ai retrouvé mon coach. Ok. Donc, ça va. Voilà, il a su me dire c'est normal. Et puis, maintenant, il faut repartir sur un nouvel objectif et garder quand même ce que tu as fait, ne pas tout perdre. Oui, ce sera dommage. Voilà, c'est ça. Et Mais- puis, ouais, ça m'a prouvé aussi que j'étais capable de faire des choses comme ça. Et que ça m'a donné envie d'en faire d'autres, parce que les filles avec qui je suis partie, elles ont beaucoup voyagé. Elles font des choses incroyables. Donc, elles ont vraiment le statut, je dirais, d'aventurière un peu, parce qu'elles ont toutes fait déjà des réalisations assez sportives. Moi, c'était vraiment la première fois, mais ça donne envie. Ouais. Ce que j'allais dire, en fait, c'est le fait d'aller voir d'autres endroits sur Terre pour peut-être d'autres projets. Euh, Ah mais oui, mais j'ai plein d'idées. Mais Oui, je m'en doute, ça fait mais un oui, déclic. bah oui, parce que évidemment là, par exemple, avec ce projet-là, il y a tellement de pistes qui s'offrent à moi. Notamment par exemple sur ce que je vais faire de ces sons. Ça va être un spectacle immersif, ça c'est sûr parce que c'était mon projet de départ. Mais en fait, plus ça va et plus je me dis en fait que ce que ça a changé chez moi, il y a moyen que que je puisse transmettre ça, notamment avec des enfants, sur justement comment est-ce qu'on écoute un paysage sonore, comment est-ce qu'on écoute la biodiversité, comment aussi on peut d'année en année la comparer. J'imagine une cour d'école avec des casques et mes micros, et puis on voit ce qu'on entend. Est-ce que dans 5 ans, on entend autant d'oiseaux, autant d'abeilles, plus, moins Un éveil, c'est à la fois un éveil musical, mais aussi un éveil de l'environnement Mais qui entoure les personnes. complètement. Moi, c'est la première fois que je voyageais avec mes oreilles, et pourtant je suis musicienne, donc Oui. j'avais L'oreille est déjà entraînée, et logiquement. j'avais déjà voyagé, mais c'est la première fois vraiment que je voyage avec mes oreilles, où j'ai vraiment pris le temps d'écouter. Et c'est vrai qu'avec les casques et les micros, on peut capter des choses qu'on capterait pas à l'oreille humaine. Et puis on est dans une c'est marrant parce que ça m'a fait penser un peu. Moi, j'ai fait des études en musicologie et j'ai quand même passé du temps parfois à transcrire des partitions, des sons. Et il y avait un peu cette idée, par cette écoute-là qui est très focus, vraiment avec énormément de concentration, de presque retrouver une partition d'un paysage sonore. D'accord. Et ça, c'était assez fascinant. Et je me dis, mais on peut faire ça aujourd'hui. Et il y a des enjeux. Moi, j'ai vraiment le souvenir que le premier choc auditif que j'ai eu, c'est quand j'ai mis l'hydrophone dans l'eau. Et j'étais dans le kayak. Alors déjà, au début, voilà, il fallait que je perde rien, que j'attache tout. Oui, Donc il fallait tout regarder, oui, tout oui, vérifier. ça a été tout un truc. Et puis, bah, les autres étaient en train de se préparer. Et voilà, l'hydrophone était mis, je mets le casque. Et là, j'entends comme un robinet qui coule. Ok, d'accord. Et je savais que la banquise, elle fondait. Là, en plus, c'était l'été, donc j'ai bien vu que les glaciers, ils reculaient. Mais je l'ai senti en termes d'immersion, en fait, que vraiment, comme un robinet qui coule, cette glace qui fond en intense, dessous. Ah ouais, c'était incroyable, vraiment. Alors, on parle de son en 3D. Alors, comment ça fonctionne en termes de création ces sons en 3D, c'est des micros spécifiques. Comment tu as travaillé Oui. pour préparer ça? Alors moi, j'avais plusieurs micros, parce qu'en fait, il y a plusieurs sources sonores. Il y a ce qu'on appelle les sons, par exemple, de la nature, ça veut dire du vent, mais de la glace qui fond, de la glace qui craque. Donc là, il y avait tous ces sons-là. Il y avait aussi les sons des animaux. Donc du vivant en fait, les oiseaux, mais c'était aussi évidemment les baleines, voilà, tous ces sons-là. Et puis les derniers sons, c'est les sons de l'homme. Il était dans le village de Kouloussou qui a beaucoup de bruit, parce qu'il y a des travaux, parce que il y a les bateaux, parce qu'il y a donc le bateau qui approvisionne une fois par an le petit magasin, en fait. Et puis, oui, c'est ça. Donc, en fait, déjà, il y avait, dans ce paysage sonore, il y avait beaucoup de sons. Et puis, il y avait le son des Québécoises, les sons de notre expédition. Donc, voilà, c'était quand même assez fourni. Donc, à chaque fois, en fait, pour chaque type de son, j'ai des micros assez spécifiques. D'accord. Donc, j'en ai un qui permet de prendre des sons en 3 dimensions. Donc, c'est ce qu'on appelle les sons en binaural, en format binaural. Là, quand on se parle, vous entendez le son en 3 dimensions, devant, derrière. Mais quand on est dans un concert, on l'entend de façade, en stéréo. Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller retravailler ces sons, de les programmer, en fait, sur différentes émissions pour
vraiment ressentir le vent, la glace. Moi, mon rêve, ce serait vraiment que, voilà, que les personnes, en fermant les yeux, elles aient froid. S'imagine là-bas. Elles aient froid. D'accord, ok. Voilà, c'est qu'on puisse ressentir physiquement, en fait, par le cerveau, parce que c'est aussi le travail des neurosciences, et il y a un lien vraiment très fort entre la musique et les neurosciences et le cerveau. Voilà, c'est de pouvoir créer ça. Ça, ce serait vraiment mon rêve, de pouvoir voilà, créer quelque chose comme ça, très immersif et très, très sensoriel. Donc le 5 novembre a lieu la conférence à CPFI, 11 rue des Frères Greban, au Mans. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée-là? Alors le CPFI m'ont soutenu vraiment depuis le début. On avait parlé il y a quelques mois, voilà, quand tu étais venu pour parler de l'expédition. J'avais fait un stage avec eux donc, de cinéma, où j'avais déjà commencé à travailler sur les images. Et puis j'avais rencontré aussi un réalisateur qui s'appelle Gilles Cousin. On a travaillé avec Bernard Poulet-Louen aussi sur l'ethnologie, c'est-à-dire le peuple inuit. C'est un peuple premier, donc avec un rapport, on va dire, à l'autre, à la civilisation occidentale qui est assez tardif pour ceux de l'Est. Et donc c'est là où vraiment ça va être fantastique pour cette conférence, c'est que quand on voit les livres de Paul-Émile Victor, qui était là-bas en 1936, moi j'étais au même endroit en 2024. Ok, donc 90 ans après. C'est ça. Et là, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas encore eu la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas encore eu la guerre froide. Et donc, moi, je vais visiter des bases américaines là-bas, désaffectées. Donc ça, c'est assez incroyable aussi quand on clique sur Google Earth, il y a un carré noir. Okay. Donc on ne peut pas voir d'image sur Google Earth de cette... Et moi j'y étais. Et j'ai des sons de ça, et j'ai des images de ça. C'est impressionnant. Et Paul-Émile Victor, dans son livre, il n'en parle pas encore, parce que ça n'a pas encore eu lieu. Donc il n'y a pas eu encore ces bases militaires qui vont servir pour la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. Et on a aujourd'hui des vestiges de ça, puisque ces bases ont été désaffectées. Donc ça, c'est déjà assez fascinant. Et puis ensuite, après, il y a toutes... les maisons, en fait, en tourbe, creusées à moitié dans la terre. Alors ça, c'était très drôle parce que quand on en a vu, j'avais du mal à m'imaginer, en fait, tiens, ça, c'était les anciennes maisons des Inuits, parce et ça reste des maisons quand ils se déplacent pour chasser. Et en fait, Paul-Émile Victor, en 1936, il décrit ça de manière étape par étape, avec des dessins. Enfin, tout est vraiment... et on s'y croirait, c'est une autre sorte d'immersion, en fait. Mais ça m'a permis aussi de comprendre des choses que je voyais, que sans Paul-Émile Victor, je serais passée à côté. Donc voilà, et notamment sur la vie et sur la relation du peuple inuit avec la nature, puisque par exemple le phoque, c'est la base de tout. Les kayaks sont en phoque, les maisons vont être en peau de phoque, la nourriture, elle est en... C'est une base, là-bas. Ah, mais c'est toute la vie. Et donc aussi toutes les histoires, la spiritualité. Alors aujourd'hui, c'est un peuple qui a été sédentarisé par les Danois, mais il va rester évidemment des choses, on va dire, un peu comme nous en Sarthe, il resterait un peu des toucheurs, vous voyez, des gens un peu comme ça, voilà, des relents un peu de la culture... un peu plus ancestrale, en fait, c'est ça, qui reste. Et donc là, c'est ça, il va y avoir des choses comme ça, avec des chamans, avec donc voilà. Donc ça promet plein de choses. Donc ça sera le 5 novembre, la semaine prochaine. Du coup, faut mardi. venir. Alors on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi un projet avec le Mont Sonore. Il faudra revenir pour 2026, c'est ça, par rapport au son, pour faire une vraie immersion en 3D. Oui. C'est ça. En plus, on a un beau dôme maintenant, donc autant le teaser. C'est vrai que le Mont Sonore, c'est ça aussi qui m'a donné un peu l'envie d'aller chercher ces sons-là. C'est parce que j'ai rencontré Yushi Horikawa, ses masterclass, et je me suis dit, mais moi je pars là-bas, je veux faire la même chose. Et je propose que tu reviennes une autre fois. Mais oui, pour raconter tout ça. C'est déjà très intéressant. Merci d'avoir parlé de ton séjour, de cette aventure. Rendez-vous le 5 novembre avec toi, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, tout est inscrit sur Facebook, bien évidemment. Merci beaucoup, Estelle. C'est mieux de réserver parce que la jauge est limitée. Voilà. En plus, voilà, donc réserver, c'est mieux pour vous. Merci de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne sur LMTV Sarthe. Belle soirée et bon week-end.